Bonsoir, bienvenue à ce moment très particulier. Ah bon? Oui. Et d'abord un grand merci donc à Pascal Dessin, écrivain, grand écrivain. J'imagine que vous connaissez déjà. Je sais pas, moi je me rappelle en tout cas juste pour rappeler des anciens souvenirs, mais c'est Du bruit sous le silence, voilà, qui était, je crois que c'est peut-être le premier roman que j'ai lu, que j'ai lu de toi, période vraiment noire. Aujourd'hui, tu es écrit. Est-ce qu'on peut parler de roman documenté? Oui, d'une certaine façon. En tout cas, Un colosse, c'est un peu ça. Ouais. On a du mal à les situer, ces livres-là. Et le dernier, 1886, oui, voilà, a été un problème pour certains libraires. Savoir si on le met en roman, si on le met en livre d'histoire. Bon. On l'a qualifié de docu-fiction, j'aime bien cette idée-là. Voilà, le roman, c'est les libertés que j'ai prises avec le sujet. C'est pour ça que ça le situe dans le roman. Ouais. Mais c'est un gros travail historique, quand même. Oui, mais c'est pour ça que je dis roman documenté, parce que c'est un vrai, il y a un vrai travail. Après, tu prends des libertés peut-être pour combler quelques parties ou. Alors sur 1886, ça a été plutôt le contraire. Il fallait détruire, il fallait éliminer. C'était pour le colosse pour lequel j'avais peu de sources. Il fallait justement éclairer des zones d'ombre. J'ai dû inventer des choses dans la limite du raisonnable, parce qu'ensuite les descendants du colosse sont venus me voir, et heureusement que j'ai pas pris trop de liberté avec leur aïeul, parce que je me serais senti ridicule, mais j'avais peu de sources, donc il fallait que j'éclaire ces zones d'ombre. Pour 1886, c'était vraiment tout le contraire. J'avais une documentation immense, et si j'avais tout utilisé, le livre aurait fait 2000 pages, quoi. Et il faut être raisonnable, il faut être aussi indulgent avec le lecteur. Il faut le ménager, le lecteur, quand même. Non, donc j'ai éliminé des pistes, certaines pistes possibles d'exploration narrative. J'ai éliminé des personnages. Un historien l'aurait peut-être pas fait. Ouais. Il y a des témoins pendant le procès qui me gênaient. Ils étaient accablants pour mes mineurs. Ah oui. Alors je dis ça va, ça suffit, celui-là je le mets de côté. Ça c'est la liberté du romancier, il a le droit de faire ça. Ouais. Voilà. Et attends, et après on va commencer, mais quand oui, quand même. Moi ça me rassure. Hein, parce non, t'inquiète, non, mais quand même rappeler aussi l'actualité, parce que tu as aussi un recueil de nouvelles qui vient de sortir. Qui vient de sortir. Et tu as un nouveau aussi roman à paraître. J'ai beaucoup de choses. Ouais. Voilà, donc là il y a un recueil de nouvelles qui vient de paraître à la Déviation, qui s'appelle Le malheur prend son temps, et c'est vrai. C'est le troisième recueil que je fais avec un éditeur militant formidable, qui a vraiment beaucoup de courage et qui propose une littérature qu'on va dire entre guillemets engagée quand même, celle dont on ne parle pas beaucoup dans les grands médias. Donc je suis très fier de travailler avec lui sur la nouvelle. Et puis le 2 septembre, je sors un nouveau récit de nature à la Salamandre, ça sera mon deuxième. Et là, c'est un livre assez particulier parce que je raconte l'histoire d'une personne qui existe aujourd'hui et qui a eu une expérience extraordinaire, très insolite aujourd'hui dans les Cévennes. Je vous en dis pas plus, c'est le 2 septembre. Et c'est un livre dont je suis assez fier parce que ça m'a mené une fois de plus sur un chemin d'écriture pour lequel je ne me sentais pas préparé. Et c'est la magie de ce métier. Un jour, quelqu'un vous met sur une piste et je me suis pris au jeu. Et voilà, c'est un peu comme Duvivier à un moment donné. J'y viens. Non, mais je veux dire, on a dû lui proposer des sujets à un moment donné et il se sentait pas particulièrement prêt. Mais il a dit OK, j'y vais. Et Une femme sauvage, donc, qui sortira en septembre, c'est un peu ça. Je ne pouvais pas imaginer une seconde pouvoir écrire un livre comme ça. Voilà. Alors, Duvivier, pour y venir, juste rappeler quand même que... je ne suis pas spécialiste de Duvivier, je tiens à le préciser tout de suite. Vas-y, non, mais précise-le. Mais non, c'était à la présentation de saison.
je me souviens, du coup, on a parlé de, tu étais présent, on parle de Duvivier, et du coup, tu nous fais part de ton goût et de ton attente en fait de la rétro. Et c'est vrai que du coup, en discutant, on s'est dit tiens, ce serait bien. D'abord, on avait parlé de présenter un film, et ensuite, on s'est dit mais pourquoi pas faire une discussion, comme tu l'as dit, t'es pas spécialiste. Moi non plus, on n'est pas spécialiste de Duvivier, et ce qui nous intéressait, c'était de partir sur un principe de discussion à bâton rompu avec toi, avec vous, bien sûr, de participer, et donc à propos de Duvivier, parler un peu de Duvivier, qui est un cinéaste un peu à part quand même, je trouve, dans la cinéphilie. Un cinéaste dont on reconnaît des chefs-d'œuvre, mais en même temps qui n'a jamais été considéré comme un auteur, comparé à d'autres cinéastes de son époque. Et donc l'idée, c'était de revenir et de peut-être pas de clamer notre amour pour Duvivier, mais en quoi Duvivier et son cinéma est toujours nous touche, nous intéresse, des films qui peuvent être ratés aussi, et pourquoi pas, sans aucune leçon à apporter sur Duvivier lui-même. Et du coup, moi, ma première question, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui t'attire, qu'est-ce qui te plaît chez Duvivier, qu'est-ce qui fait que tu connais son cinéma et que pourtant tu as envie de revenir du coup à la Cinémathèque pour les revoir en grand? Alors, justement, c'est des questions que je me suis posées après notre discussion du mois de septembre, parce que tout d'un coup, dans ma tête, je me suis fait l'inventaire des livres, des films. On parlera de livres aussi, puisque Duvivier, il a beaucoup adapté, et ça, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Mais en septembre, je me dis, tiens, finalement, oui, tu la ramènes avec Duvivier, mais t'as vu quoi de Duvivier, à part La Belle Équipe, et je dis, mais bon, et donc je suis allé voir d'un peu plus près, puis je me suis aperçu quand même que j'en avais vu quelques-uns. Ça va sans dire Pépé le Moko, ça va sans dire La Bandera, parce que je suis un idolâtre de Jean Gabin. J'ai rendu hommage à Jean Gabin d'ailleurs dans un livre qui s'appelle Madame l'a lu, Christine, là, L'horizon qui nous manque, où j'ai mis en scène un personnage qui parle Gabin. Voilà. En fait, il parle comme les dialoguistes de Gabin parlaient, et j'émaille le récit de voilà. Et j'ai inévitablement pris à un moment donné une ou deux citations d'un film de Duvivier, puisque Gabin a tourné 5 fois, je crois, avec Duvivier. Donc j'ai fait comme ça un petit inventaire, bon, mais surtout la Belle Équipe que on a tous vu beaucoup à un moment donné, parce qu'il y a cette chanson célèbre quand on se promène au bord de l'eau, etc. Et c'est un film formidable qui est universel, parce que même s'il est très daté et qu'il est devenu iconique, on dit aujourd'hui, symbolique du Front populaire, il est universel parce que c'est un film de potes, quoi. Ça peut s'appeler aussi Les Bons Copains. C'est le rêve d'une bande d'amis qui vont, voilà, il y en a qui construisent un bateau, eux construisent une guinguette au bord de l'eau, et c'est, je trouve, d'une émotion incroyable. Il y aura évidemment des troubles faits, il y aura la femme qui va troubler le jeu et perturber ses belles amitiés, très viriles, tout ça. Ce film-là, on peut le voir et le revoir, il touche au cœur tout le temps, quoi. Donc moi c'est ça, d'abord Duvivier, et puis comme je suis aussi un amour, mais il y aurait tellement à dire finalement. Moi je me suis dit après avoir fait ce petit inventaire, qu'est-ce qui te plaît chez cet homme? Bon, alors je crois que d'abord ce qui me plaît chez ce réalisateur, c'est comment dirais-je, sa liberté d'expression. Voulu aux contraintes, hein, parce que ce sont des gens qui étaient réellement dans une industrie cinématographique. Donc ils avaient beau avoir un bon sujet, ils ne le faisaient jamais
comme il le souhaitait vraiment, et parfois, pour financer un film, je crois que c'est comme ça qu'il a fait Don Camillo, hein, et le paradoxe, c'est que les Don Camillo sont ses films les plus célèbres et les plus connus, parce que ça a été des succès invraisemblables, et il a fait les 2 premiers épisodes, mais je crois que ça devait un peu l'emmerder, parce que, bon, il a fait quand même des films de très haute tenue qui aujourd'hui sont dans le patrimoine, hein, Panique en fait partie, et puis, bon, on a dû jusqu'à la fin de sa vie lui parler de Don Camillo, ça a dû peut-être un peu le fâcher, mais n'empêche que voilà une grande liberté d'expression voulue aux contraintes, ce qui fait que il est un cinéaste, moi, comme j'aime un artiste. C'est-à-dire que quelqu'un, ou un écrivain notamment, quelqu'un qui à un moment donné ose des choses, va peut-être à contre-courant, risque l'erreur, mais il y va. Si bien que, on le sait, bon, je ne suis pas un spécialiste, je le répète une fois, mais il faut quand même dire certaines choses. Il commence dans le muet avec un western, hein, qui est tourné en Corrèze. Alors vous l'avez programmé, j'ai pas eu la chance de le voir, mais j'aimerais bien voir ce film qui semble être une curiosité quand même. Il commence par un western, il va aller jusqu'à la comédie, donc revenons à Don Camillo, les histoires du Curton, voilà, bon, et c'est drôle, hein, on a tous regardé ça, et moi quand j'étais gosse, Don Camillo passait à la télévision, c'était un bonheur. Et puis entre les deux, il a fait des films un peu bluette, L'homme et le pantin, faut reconnaître que c'est pas un chef-d'œuvre, hein, en plus. La femme et le pantin, oui, pardon. Donc c'est pas bon. Et puis il a donné dans le film noir. Et là, il rejoint 2 autres réalisateurs que moi j'aime beaucoup, et il y a énormément de connexions, c'est Jean Renoir et Marcel Carnet. Hein. Donc là, on a comme ça, pour moi, c'est une triplette savoureuse. Moi, régulièrement dans l'année, je prends un film de ces 3-là et je me régale. Bon, tout à l'heure, on verra Panique, qui n'est pas réalisé en décor naturel, hein, dans les studios. Ça ressemble étrangement au Jour se lève. Hein. Voilà, même le sens tragique, il y a quelque chose, il y a des correspondances. C'est lié à l'époque. Voilà. Donc l'attachement au genre noir, ce qu'il a fait adapté 2 fois, je crois, hein, Simenon, hein, c'est 2 fois, hein, à la tête d'un homme, et puis les fiançailles de Monsieur Hir qui devient Panique au cinéma, voilà. Et puis bon, Le Temps des Assassins, c'est aussi un film noir extraordinaire, hein, c'est une tragédie invraisemblable. Moi, c'est un des films noirs de cette époque-là que je préfère. Voilà, donc ça, ces deux éléments-là. Le troisième, pour moi, ça serait le sens de l'adaptation. Il est passé maître dans La Trahison. Hein. Un lecteur d'ailleurs me disait qui est là, je crois, au fond de la salle, spécialiste de Simenon, hein, je crois. Non, il n'est pas là. Ah non, je ne le reconnais pas, pardon. Il m'avait promis d'être là. Je l'ai croisé l'autre jour, il m'a dit, Panique, c'est bien plus noir que le livre. Oui, c'est vrai que c'est bien plus noir que le livre. Donc, étrangement, mais je veux pas être trop long après, faut me débrancher. Mais étrangement, il trahit Simenon dans un sens de plus noirceur pour Panique. Et là, j'ai revu Pobouille, adapté donc évidemment de Zola samedi. C'est tout l'inverse. Alors, qu'est-ce qui s'est joué dans sa tête? Est-ce que on y revient voulu ou contrainte? Faut reconnaître que quand on voit Pobouille, que moi j'adore le film, hein, mais j'ai relu il y a 1 an ou 2 le roman, c'est Le Jour et la Nuit. On est là justement chez Duvivier dans une espèce de comédie sentimentale, voilà, alors avec des dialogues savoureux, empruntés quelquefois à Zola d'ailleurs, mais là l'adaptation est quand même complète et puissante, et on a effacé tout le dramatique du livre, quoi. Une des scènes les plus terrifiantes chez Zola est dans Pobouille. C'est l'accouchement de la femme de ménage toute seule dans la soupente. C'est une des scènes traumatisantes de l'œuvre de Zola, moi qui me reste en mémoire comme la mort de Maheu dans Germinal, quoi. C'est une scène comme ça invraisemblable. Et alors, c'est formidable parce que je tends à penser que Duvivier a voulu cela. Voilà, a voulu aller dans ce sens de l'adaptation.
en faire une comédie sentimentale. D'après Zola, il était fort quand même, hein, parce que il n'y a pas plus grande noirceur que la noirceur de Zola. Voilà, j'ose espérer ça, qu'il était assez libre pour ça. Bon, faudrait gratter un peu. Je soupçonne quand même que la production ait dû lui dire cette scène-là, on va pas l'y mettre, quoi. Bon. Alors, on voit le film. La fameuse fille qui va accoucher, je crois qu'elle est déjà avec l'enfant dans le film au début. Hein. C'est elle, hein, c'est bon, histoire de dire qu'il y a ce problème des femmes mères dans la bourgeoisie parisienne, enfin dans toute la bourgeoisie de l'époque où voilà, les pauvres gens sont au grenier là-haut et on en fait un peu ce qu'on veut, voilà. Donc voilà. Et alors, quatrième point peut-être. Voilà. C'est la valeur documentaire. Qu'ont d'autres réalisateurs de cette époque. Alors, souvent c'est tourné en décors, des décors fictifs, hein, voilà. Mais néanmoins, il y a la restitution de l'époque totale, les petits cafés comme ils étaient, l'ambiance des rues, les pavés, voilà, la manière dont les gens vivaient. Moi, on y reviendra, mais dans Panique, par exemple, il y a une scène où Michel Simon va chercher de la viande chez le boucher. Bon, je pense que là, saignante, et évidemment ça va saigner, mais je pense que on est au plus près, je crois, du commerce de cette époque-là, quoi. Et du coup, ça a une valeur comme ça. On a presque envie de capter des détails du film, et on le mettrait dans un film, dans un livre documentaire historique, ça passerait bien. Et je crois que alors c'est pas la vertu du Vivier, parce que évidemment tous les réalisateurs de cette époque ont souvent cette qualité de fait. Voilà, ils filment dans leur époque. Ça, c'est quand même formidable pour nous, en termes de témoignage, en termes d'attachement qu'on peut avoir à une époque. Vous allez voir dans Panique tout à l'heure, sur la place, là, quand tous les personnages sont là, on se dit, ouais, c'était un autre temps, c'était un autre monde, c'était une autre civilisation même. Voilà. Donc c'est passionnant en grande partie pour ça. C'est marrant parce que du coup sur cette question d'être avec son temps, il l'est, mais par contre, tu vois, vers la fin, il est, je trouve que du coup il est vieux en fait. Alors c'est intéressant aussi parce que ça dit quelque chose du temps, d'un changement, peut-être d'un changement d'époque, et donc de quelqu'un qui veut, parce que c'est son métier, qui veut le saisir, ou en tout cas s'en emparer, et en même temps qui n'a pas tout à fait, ou plus vraiment les codes. Ça a été la même chose avec Carnet, hein, par exemple, mais aussi peut-être parce que, je me rappelle dans une interview où il dit le cinéma, en fait, le cinéma, c'est pour les jeunes. C'est les jeunes qui vont au cinéma. Donc, en fait, il faut faire des films pour les jeunes, pour ce public-là. Et donc, du coup, forcément, il faut parler de sujets qui sont des sujets de jeunes. Mais passé un certain âge, c'est difficile de comprendre la jeunesse. Mais ceci dit, ça en dit quelque chose de l'époque, sur une époque de transition, ou peut-être sur une personne qui arrive à un moment donné et qui est en décalage, même si il veut pas lâcher complètement. Alors, je ne sais pas s'il voulait lâcher. En tout cas, il était déconnecté à un moment donné, c'est évident. Et puis d'ailleurs, la nouvelle vague lui est passée dessus, comme sur d'autres. Ils étaient has-been, quoi. C'était fini pour eux. C'était plus leur époque. Mais est-ce que le film noir, parce qu'on n'est pas dans le polar, on est dans le film social, comme on pourrait être dans le roman noir. Est-ce que après-guerre, il peut encore évidemment commettre Panique, hein, qui sort en 47, je crois. Hein. Il peut encore, voici le temps des assassins aussi. Mais après, il y a une bascule dans la société. Est-ce que la société a encore envie de voir ces films quand même assez anxiogènes, hein, où c'est à chaque fois une tragédie, l'histoire d'une vengeance, d'une trahison, sur fond de désespérance sociale. Est-ce que voilà, c'est terminé, je pense. Et il y a à un moment donné une rupture. Lui, on peut estimer qu'il a osé au-delà. Peut-être, moi je pense, il a osé au-delà.
Alors on a pu ricaner. Moi j'avoue, La Femme et le Pantin, je l'ai vu l'autre soir et j'ai été un peu consterné, quoi. Et puis bon, Brigitte Bardot ne sauve rien, très sincèrement. Elle est vraiment là où on l'attend dans certains films, un peu babache. Bon, et puis lui, il est tellement bête. Enfin, bon, alors il a sans doute voulu ça du Vivier parce que c'est un homme intelligent. On fait pas 50 ans de carrière pour en arriver à ne pas à vouloir quelque chose dans un film. Donc il y a une intention, mais aujourd'hui ça passe pas. Alors, et puis même, donc la Mio, je pense que ça doit pas beaucoup passer non plus, hein, ça a dû très très mal vieillir. Par contre, voici le temps des assassins, Panique, qui repose sur quelque chose de très universel, sur la tragédie, hein, sur certains ressorts de vengeance, etc. Ça marche parce que les sentiments qui y sont exprimés sont des sentiments universels. Voilà, avec cette valeur patrimoniale, presque sociale, de l'époque où on voit bien comment, voilà, comme on le voyait chez Carnet avec Le Jour se lève, avec et ça c'est magique, quoi. C'est magique. Sur la question et la notion en fait du noir. Comment toi tu le, enfin tu as déjà esquissé une réponse, hein, en disant que c'est on est peut-être plus du côté de la noirceur que juste du film noir, comme on pourrait parler du roman noir. Comment tu la définirais, toi, justement ce rapport à la noirceur, j'aimerais dire presque noirceur d'âme qu'il y a chez Duvivier. Moi, ce qui me frappe et ce qui me frappe et qui me séduit dans son cinéma, et qui est peut-être qui a peut-être c'est peut-être pas universel, mais intemporel. C'est une forme de lucidité. On peut l'appeler misanthropie vis-à-vis des groupes, de fonctionnement humain. Il va vraiment chercher. Il y a quasiment pas de lumière dans ces films, quoi. Comment toi justement je pense que ça devait être ce qui le tourmentait, certainement, comme tout créateur qui va vers la noirceur du monde, enfin qui a ce tempérament de rendre compte de la noirceur du monde. Je veux dire, il ne voit pas beaucoup de lumière. Il a sa loupe sur justement le tragique de la vie. Donc les personnages les plus en désespérance, les plus en mal-d'être, les plus tourmentés. Et donc c'est ce qui le situe, de mon point de vue, dans cette famille du film et du roman noir. Qui n'a rien à voir avec le film de gangster, qui peut être aussi d'une autre noirceur, mais c'est un petit peu exotique, quoi. Hein. On est dans des milieux tellement interlopes, tellement décalés, que on a du mal à y croire. D'ailleurs, bon, ça amuse, quoi. Hein. Touchez pas au Grisby, ça concerne pas grand monde. Hein. C'est attention, hein, chef-d'œuvre. Hein. Mais grand film. Mais c'est complètement décalé. Alors que quand on a l'autre instinct de la création noire, on va chercher autre chose, et là on va vers des choses plus universelles, quoi. Le pitch de Touchez pas au Grisby, c'est une question de pognon, simplement de pognon. C'est quand même beaucoup plus profond chez Duvivier ou Carnet, dans des films où justement la toile est sociale, quoi. Hein. On a une volonté de rendre compte de la noirceur de l'époque. Et ça, c'est ce qui fascine, et c'est pour ça que j'aime. Est-ce que tu dirais et quelle est ta position aussi, toi, en tant qu'écrivain, est-ce que tu dirais qu'il aime ses personnages? Moi, j'ai l'impression qu'en fait, qu'il n'aime pas spécialement ces personnages. C'est presque comme si c'était des marionnettes. Et alors, on verra tout à l'heure, du coup, je l'ai revu, Panique. Effectivement, il y a peut-être quand même un petit peu d'empathie. Pour Michel Simon, oui. Mais ça vient quand même petit à petit. Mais je pense à Voici le temps des assassins.
c'est un film. Ah, ici, il y a peut-être le personnage de Blin, ouais, quand même. Mais en fait, c'est un film. Il y aurait pas la femme fatale et le pauvre Gabin qui est berné. Gabin, personnage, il est lui-même, il est petit à petit, il est trouble. Il est, tu vois, j'ai l'impression que du coup, c'est bah oui, puis comme il est sous, si je me rappelle bien, il est sous l'emprise de sa mère. Il est sous l'emprise de sa mère. Il est sous l'emprise de sa mère. Il est quand même dans un rapport presque incestueux avec. Du coup, c'est pas un personnage positif en plus. Là aussi, il est un peu bête. Puisque il va se faire manipuler par une jeune femme sans se poser la question, et puis surtout au détriment d'une superbe amitié. Donc, je crois que la volonté du Vivier, là, c'est de montrer les limites d'un homme, et faut reconnaître que c'est pas un héros positif, pour le coup, Gabin, dans ce film-là. C'est une question intéressante, mais des fois, je sais pas si le réalisateur, l'artiste, il y réfléchit à ce point. Non, mais toi, quand tu écris, ouais. Par exemple, quand tu écris, moi, les personnages que tu crées, tu es dans quel rapport avec eux? Tu es dans un rapport tu les aimes, où tu as des personnages que tu aimes, d'autres que tu n'aimes pas, et dans la manière dont tu vas les créer, presque les modeler, comment tu te situes, toi? Bah, moi, j'essaie d'avoir de l'affection pour eux. Même les pires. Ah bah oui, c'est pour ça que j'ai jamais écrit de livre manichéen, quoi. J'ai toujours mis en scène des personnages contrastés, dans la nuance, même dans Bouche d'ombre, qui est un de mes livres les plus noirs et qui met en scène un personnage terrifiant. J'ai essayé d'en sortir de la lumière, quoi. Et à un moment donné, et c'était même un petit peu dangereux entre guillemets, c'est que je le rendais un peu sympathique. Hein, malgré l'horreur du personnage, voilà. Je sais pas faire autrement, parce que je pense qu'il y a jamais, les choses ne sont jamais aussi tranchées en quoi que ce soit, et à commencer par dans les gens, quoi, dans les personnages. Donc moi, je pars du principe qu'ils ont quelque chose à révéler de beau. Voilà, je pars de ce principe-là. Et après, bon, je mets en scène des personnages qui dérapent, malheureusement, que je ne retiens pas, parce que j'ai bien envie de voir ce que ça donne. Et je finis par les plaindre, mais je les aime toujours beaucoup, quoi. Parce que justement, je trouve que c'est dommage qu'ils s'en sont arrivés là, quoi. Ouais. Non, mais on peut pas parler des personnages comme si c'était des gens vivants, mais quand même un peu, parce qu'à un moment donné, c'est quand même le reflet de gens qu'on connaît, de soi-même aussi. On se transforme pour écrire nos personnages. Hein. Moi, je me mets toujours dans la situation de mes personnages, de penser, même dans les personnages féminins. Et c'est pour ça que la plupart de mes livres sont écrits à la première personne. C'est que je tiens à m'investir beaucoup dans le personnage que je crée, même dans les personnages qui sont loin de me ressembler. Ce qui est parfois très troublant. Dans Maintenant le mal est fait, par exemple, j'ai mis en scène un bétonneur. Je suis à l'opposé de ce qu'il peut représenter dans la vie, mais ça m'a assez amusé de l'incarner. Voilà, pour justement ne pas le traiter d'une manière caricaturale et manichéenne, parce que ça fait de la mauvaise littérature, et ça s'appelle le thriller. Et non, mais c'est vrai, je veux dire, il faut produire quelque chose qui soit dans la nuance, voilà. Et donc voilà, non, mais Duvivier, je pense que un marionnettiste, un manipulateur, ça c'est sûr, mais est-ce que c'est pas le propre de tout metteur en scène? Parce que tu le rappelles dans ta présentation sur le programme, Juju, il était épouvantable, c'était un homme épouvantable. Gabin lisait le râleur, ou je sais plus comment il le désignait. Juju la terreur. Juju la terreur. Donc bon, j'imagine aussi que pour se faire respecter sur le plateau, il fallait aussi avoir une sacrée énergie, et que bon, ils sont tous un peu dictateurs, ces gens-là, non, au théâtre comme au cinéma, hein. Le peu que j'en sais, voilà. Donc lui, plus qu'un autre, voilà, bon, un raconteur d'histoire, mais je pense qu'il y avait chez lui quand même une vraie volonté de raconter le malaise de l'époque, quoi. Ouais. Qu'on ressent très bien avant,
Bah, on revient hein, avec la belle équipe. Hein, c'est tellement, on ressent tellement cette époque qu'après. Voilà, l'après-guerre, avec les sujets qui ont pu se poser, comment tout d'un coup un homme peut être accablé par tout le monde, peut être pourchassé. Ça s'est vu des centaines de milliers de fois dans la période précédente, quoi. Hein. C'est assez métaphorique, en fait, en plus comme film. Voilà, donc pour aller dans pour abonder dans un petit peu dans le sens de justement de ce que tu disais, le côté liberté de ton, disons politiquement incorrect, parce que quand même Panique 1947. C'est quand même une histoire d'un lynchage, etc. Je veux dire, une forme de lâcheté, de bassesse. On sort de quelques années d'occupation. C'est assez fort de sortir un film comme ça. Et quelques années après, Marie-Octobre, par exemple, aussi, qui est un film je trouve qu'il y a un film redoutable qui parle de la résistance. Et quand même, mais petit à petit, ce qui se passe, c'est que tous les membres de ce groupe-là, ils ont tous quelque chose à se reprocher, ou en tout cas, lui, il a quelque chose à leur reprocher, à ses personnages, etc. Il y a un côté... Mais voilà, alors c'est se mettre en parallèle ces deux films, je trouve ça complètement pertinent, quoi, parce que surtout qu'ils sont d'après-guerre, et donc on a l'impression peut-être que Duvivier, il en a tellement gros sur la patate, qu'il n'a pas envie d'angélisme, il a envie de montrer comment l'humanité est. Et c'est vrai qu'à un moment donné, cette foule terrifiante dans Panique, on va pas en dire trop parce que des gens l'ont pas vu là, cette foule invraisemblable, détestable, on ne peut qu'y voir des mouvements populaires de la guerre avec les horreurs que ça a généré, quoi. Et c'est vrai que on est quand même un peu saisi. Et puis Marie-Octobre, que j'ai revu samedi, avec le même plaisir, j'ai encore le vertu du grand écran, parce qu'on connaît les films sur petit écran, et puis quand c'est élargi, il y a plein de choses qu'on n'avait pas remarqué. C'est un bonheur. Et puis on est plus attentif à des faits de mise en scène, etc. Et moi j'adore, et c'est pour ça que c'est encore une explication de pourquoi j'aime Duvivier. C'est un peu la vertu du roman noir. C'est d'aller là où ça fait mal, quoi. Regarder sous le tapis s'il n'y a pas de la poussière, s'il n'y a pas des cadavres dans les placards, aller au-delà des apparences. Et Marie-Octobre, c'est ça, quoi. Et à un moment donné, on a été trahi par qui? Il y a un petit côté Cluedo, là, et puis théâtral, parce que on est dans un huis clos. Il a fait le huis clos aussi. En plus de faire le film de guerre, le western, la comédie, il a fait un huis clos. Peut-être pas fait de road movie, mais bon. Et donc, aller gratter en dessous. Et c'est pour ça que et ça on peut pas croire que c'est pas conscient. Hein, ça c'est immensément conscient. Donc là on est dans l'œuvre. Je veux dire, ceux qui ont conchié Duvivier à un moment donné n'avaient pas la culture de Duvivier, n'avaient pas la connaissance de Duvivier pour le juger comme ça. C'est pas possible. Et c'est pour ça que c'est formidable de pouvoir retrouver son œuvre à la Cinémathèque de Toulouse aujourd'hui. Est-ce que vous avez Vous voulez prendre la parole on partage, hein. Je suis tout à fait d'accord avec vous deux. Voilà, je suis contente de découvrir Duvivier, parce que je ne le connaissais pas avant, sauf Pépé Le Moko, voilà, que je trouvais que c'était rien en comparaison de tous les films qu'on nous a montrés à la Cinémathèque. Pour vous dire que malgré tous les films qu'on voit d'aujourd'hui, j'ai trouvé Duvivier si moderne. Jamais j'étais... je ne sais pas, quand on voit un film de lui, comme vous savez parler Le Temps des Assassins, je n'ai pas pensé à autre chose. J'étais happée pour le film et toutes les choses qui arrivaient, et la mère et la femme, parce que vous dites la femme, non mais c'était un couple. Oui. Voilà. C'était incroyable. Et tout le film, et on a regardé l'autre jour avec ici, voilà la casse, le mercredi passé, que c'est après la fête à Henriette. La fête Henriette. Et on a eu 30 années de différence, mais le film plus moderne, il avait vieilli. Ça nous semblait plomb et tout. Et Duvivier, avec la fête d'Henriette, c'est mon Dieu, quelle merveille! Et en plus,
moi, personnellement, ça me permet de voir une France que je n'ai pas connue et que j'ai eu simplement dans les livres, les peintres, tout ça. Moi, je trouve ces messieurs qui a fait des films muets, les films muets, c'est une merveille aussi avec la carotte. Poil de carotte. Et tous les autres films, comme vous nous avez montré aussi. On a 22 films, moi je trouvais super. J'aimerais voir les 68 films qu'il a fait. Et qu'il a fait, même aux États-Unis. Je ne connais pas, dans ma petite expérience, un autre réalisateur français qui puisse faire ça. Quand je vois qu'une fille qui sort de la fémis, il a fait un film, il a passé 5 ans pour faire un film. En seulement 8 ans pour faire son deuxième film. Je me dis, je ne sais pas de où sortait l'énergie. Heureusement qu'il y avait la poigne, heureusement, parce que sinon il ne pouvait pas sortir ça. Et voir tous ces films, je suis enchantée et je le trouve moderne, plus moderne même que les films d'aujourd'hui qu'on fait dans notre époque contemporaine. Voilà, c'était tout. Bah, c'est vrai que Panique, je sais plus combien. Fred, tu te rappelles, ça dure combien? 100 minutes? C'est quoi? À peu près 100 minutes. Panique, 100 minutes. Aujourd'hui, on nous fait des films de 2h30, 3h. Mais là, non, mais c'est incroyable. En 100 minutes, ce qu'il met dans le film, ne serait-ce que la scène d'ouverture, je veux dire déjà le plan, ça commence en fait, c'est un plan sur des pieds, sur des chaussures, et la caméra va s'élargir, bouger. En fait, normalement, s'il n'y a pas un petit mouvement en fait où on suit sur le banc, c'est un clochard qui est sur le banc. Le plan s'élargit. Il y a le flic qui arrive au-dessus, qui lui dit bon, ben monsieur, vous pouvez pas rester là. En même temps qu'il le vire, en fait, il y a la fête foraine, les forains, les camions qui arrivent et qui commencent à investir en fait la place et qui vont occuper la place. Et quasiment ça, je crois que c'est en un plan. Déjà, il installe le décor en partant des pieds d'un clochard quand même, et il ouvre sur la place et je pense que ça va être le plan d'après ou il y a peut-être un plan entre. On retrouve le clochard qui est dans les poubelles en train de disputer. Je ne sais pas si c'est un bout de viande, en tout cas il est en train de se disputer des détritus avec un chien, et là arrive et rentre vraiment mais au deuxième plan Michel Simon, donc juste qui rentre dans le plan avec un appareil photo, clac, et qui prend la photo. On est à je sais pas, 1 minute de film, je sais même pas s'il y a 1 minute de film quoi. Et déjà tu te dis waouh, l'ouverture quoi, rien que l'ouverture quoi, c'est déjà c'est une pure leçon hein. Et ouais, 100 minutes. Oui. Oui, vous pourriez nous parler de La fin du jour? Moi, c'est un film que j'aime beaucoup. Ah oui, j'aurais voulu le revoir, mais ça m'a échappé là. Mais parlez-nous-en. Non, mais moi je l'adore. Ben oui, mais justement, dites. J'ai vu à la télé, donc j'ai envie de le revoir sur grand écran. Ah bah tu vas te régaler. Je trouvais génial. Et puis cette histoire, c'est génial, cette histoire des vieux acteurs dans une maison de retraite. Enfin, en plus, c'est des gens nécessiteux qui ont la plupart des ratés, quoi. Et puis bon, Jouvet, on comprend, bon, au fur et à mesure qui il est. Enfin, voilà. Ça fait partie, voilà, comme la belle équipe, j'en ai pas vu beaucoup. Ouais. Mais c'est vrai que je suis assez fan de voilà, non, je ne l'avais pas revu. C'est intéressant d'en parler. Non, mais Il y a aussi Michel Simon. Ouais, mais non, mais c'est bien d'en parler aussi, mais de parler tous ensemble, quoi, aussi de vous, de vos. Ce que vous me dites me rassure parce que j'interviens dans le dispositif lycéen au cinéma et chaque année on a une liste de films où on peut voter, les profs de français votent pour les films qui vont être diffusés dans la région. Et cette année j'ai vu dans la liste Panique. Ah bon? Que je ne connaissais pas, enfin que je ne connais pas, que je vais voir tout à l'heure. Ah oui. Et je me disais, waouh, je vais mettre un Duvivier dans la liste de dispositifs lycéens au cinéma. Est-ce que je vote pour ça, sans savoir ce que c'était? J'avais presque envie de voter, mais juste pour que les lycéens puissent voir ce. Mais là, je suis un peu rassuré parce que je me disais, Duvivier, c'est osé proposer ça dans une liste pour lycéens au cinéma. Mais bon, vu ce que tu dis, Franck, c'est si moderne que ça, c'est bien d'y aller. Il faut montrer ça. Mais pourquoi oser? Pourquoi oser? Parce que c'est toujours compliqué pour les lycéens. Enfin, présenter des films de cette époque-là, c'est un peu. Ah oui. J'avais peur que ce soit un film peut-être de Duvivier qui n'ait pas cette modernité-là. Enfin, moi, je ne le connaissais pas. Donc
Oui, disons que si, je sais pas, c'est Pepe le Moko ou la Bandera, peut-être ça va être peut-être un peu plus compliqué à présenter à un public plus jeune. Mais un film comme Panique ou comme Voici le temps des assassins, par exemple. Ouais, tu l'as revu, Voici le temps des assassins, mais mais Voici le temps des assassins, enfin, franchement, c'est une tuerie, quoi. Enfin, on part avec Fred, on disait, enfin, c'est du Friedkin, avant l'heure, quoi. Ah bah, enfin, je veux dire, t'as quand même, même c'est-à-dire dans la violence, dans la cruauté, presque, j'ai envie de dire, de Duvivier, parce que par moment, il peut être cruel, en fait, avec ses personnages. C'est pour ça que je t'interrogeais sur le rapport au personnage. Enfin, il y a une scène de flagellation. Pardon pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais quand même, ça se termine par un personnage qui, alors c'est hors champ, mais quand même t'as le son, elle se fait bouffer par le chien. Enfin, c'est assez. Le temps des assassins, voici. Dans le temps, voici le temps des assassins. C'est quand même, tu prends le film, t'es là, tu dis ah ouais, et puis t'es tout le temps, toi, spectateur, tu bouges en fait, quoi. Parce que quand tu vois le film commence, t'as ce personnage, t'es dans les halles, le côté documentaire dont tu parlais, même si le premier plan est peut-être vraiment documentaire, mais après on est en mode plutôt studio quand même, quoi. Et petit à petit tu rentres dans une forme d'intimité des personnages, et puis tout à coup, les sentiments que tu peux éprouver sont en train de bouger et tout devient trouble. Voilà, c'est anti-manichéen, quoi. Tout devient trouble et c'est assez sombre. Mais après, même, tu vois, sur des films qui sont peut-être plus... Parce que là, je pense que pour un public jeune, franchement, ça vaut un film noir qui sortira mercredi prochain, sans problème, quoi. Et en plus, c'est beaucoup plus court, quoi. Et ça en dit plus. Donc, il y a un film comme Panique, de toute façon, c'est un film qui dit beaucoup de choses, quoi. Ça peut être de l'antisémitisme, du côté grégaire, de la rumeur, du fake news. C'est ça, en fait, quoi. Ça parle de ça, en fait, quoi. Du bouc émissaire, etc., quoi. Et sans parler après de tout le travail de mise en scène. Je parle juste de questions thématiques, mais la mise en scène, elle est au cordeau. Tous les plans sont pensés. T'as des contre-plongées, ça vient t'écraser. Sur toutes les échelles de plans, etc. C'est les mouvements de caméra, le travail avec le son, etc. Enfin, c'est vraiment, c'est très très, c'est très très fort, quoi. Et il y a du coup, parce que vous parliez de la maison de retraite, mais c'est vrai, pour revenir après sur le côté un peu comme ça, le rapport aussi à l'art, et notamment à la création et au cinéma. Juliette, vous parliez de La Fête Henriette. Je sais pas, tu l'as revu, toi, non, La Fête Henriette, là? Et il y a des gens qui l'ont revu, d'autres? Je l'ai jamais vu, mais vraiment, il y a un scénario super. C'est... Et pour ceux qui ne l'ont pas vu encore, moi je vous invite aussi à aller le voir. En fait, c'est la construction d'un film. C'est deux scénaristes. En fait, c'est deux scénaristes qui le film commence. En fait, ils se sont fait retoquer par la censure, et donc le film il va pas se faire. Et donc ils réfléchissent à faire un film. Et en même temps qu'ils discutent, qu'ils évoquent des idées. Et on a quasiment le film dans le film, quoi, le film qu'ils sont en train d'écrire, et on a des séquences, et alors on parle dans des séquences, il y en a un qui va parler course poursuite, etc., et donc on a la séquence, et là, tu dis non, ça va pas du tout, ça, non, plutôt le personnage va faire ci ou ça, et en fait c'est vraiment la construction, quoi, et on peut pas s'empêcher de penser aussi à Duvivier qui est en train de travailler avec Janson ou avec Spaak, quoi, parce que c'est pour parler de deux scénaristes avec lesquels il a travaillé énormément, et avec si je me rappelle bien
parce que là je l'ai pas revu là tout de suite, mais au début du film, quand ils apprennent qu'ils sont qu'ils sont censurés, et ils disent bon bah alors qu'est-ce qu'on va faire, et il y en a un qui prend le journal et qui dit ah bah il paraît que en fait que les bonnes histoires sont dans les journaux, dans les nouvelles. Alors, il regarde et il dit ah bah tiens, bah alors là il y a un article, en fait c'est l'histoire d'un type, un ouvrier qui s'est fait voler son vélo et qui va perdre son travail, mais c'est nul ça. Et donc voilà, on a le voleur de bicyclette, il va y avoir d'autres, il y a 2-3 références comme ça qui sont même des auto-références, et c'est un film qui est assez enlevé, assez drôle, et qui parle de la création, et il se fait plaisir juste à tourner des séquences comme ça, et où le personnage après va dire non c'est nul là, non c'est pas ça qu'on va faire, et on va faire plutôt ça, etc. Ouais. Et j'ai lu d'ailleurs, je n'ai pas beaucoup approfondi, mais que l'un des deux scénaristes, qui est celui qui veut systématiquement mettre du crime, c'est une auto-parodie de Duvivier lui-même. Ouais. Mais de la même façon, parce que je crois que c'est Janson en fait, quoi, et qui racontait, parce que du coup ils arrêtent pas de se gueuler dessus, voilà, les deux scénaristes, et Janson il racontait qu'avec Duvivier, comme Duvivier avait mauvais caractère, en fait il se gueulait dessus tout le temps, et en gros c'était ouais salut l'emmerdeur, ouais salut connard, quoi. Il se parlait comme ça en fait. Donc il y a vraiment des côtés références, ouais. Mais c'est ah ouais. Pauvre Jean-Pierre Léo, actuellement, s'il regarde ses archives, parce qu'il le descend. Alors, je voulais simplement poser une question, là. Oui, c'est super intéressant, parce que beaucoup de films de Duvivier que je connaissais, mais beaucoup que je ne connaissais pas. J'ai vu, je ne connais pas, qu'il y avait quelques films qu'il a fait en Angleterre ou en Amérique. Ah ouais. On en diffuse pourquoi c'est voulu dans le choix, ou parce que... Alors oui, c'est voulu. C'est voulu, mais comme quand on fait un film, on a des contraintes budgétaires ou on a des contraintes de public. Déjà parce que franchement, tu vois, on s'était posé la question faire Duvivier. Ça faisait longtemps qu'on en parlait parce que c'est un cinéma qu'on aime bien. Mais en même temps, on se dit ouais, ok, on fait Duvivier, mais c'est peut-être un peu risqué parce qu'il a pas, même tu vois, tu parles d'un Carnet, il a une notoriété un peu plus importante quand même que Duvivier, à part sur quelques films. Et donc du coup on pouvait pas faire la totale parce que on s'est dit ouais, si on fait la totale ça risque de s'émousser, et après il y a une question pécuniaire, et la partie américaine voilà, ça demandait un peu plus de budget pour faire venir les films, et après il y en a pas tant que ça. Ouais, mais il y en a un qui est quand même génial. Alors, moi, j'adore. Et c'est pas forcément très très bon, mais il y en a un. Alors, je sais pas si on pense au même. Ah ouais, moi, il y en a un que il y a l'affiche en bas. L'imposteur. Ouais. Alors c'est génial parce que ce film-là, il est étonnant, mais vous pouvez le retrouver sur YouTube. Moi, je l'ai vu. Et il a été tourné en. Ouais, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil, mais pour celui qui veut le voir, parce que c'est vraiment une curiosité, et parce que. Alors attends, il est en version française? Oui, mais attends, je vais te raconter ça justement. Et alors, il a été tourné donc en langue anglaise, et donc avec Jean Gabin. Alors le pitch, il est assez intéressant. Jean Gabin, il va passer à il est condamné à mort. Il est condamné à mort. J'allais dire la chaise électrique, mais à la guillotine. Et puis c'est la libération. Il y a un bombardement. C'est pas la libération, c'est la guerre. Oui, c'est la guerre. Non, mais c'est la fin de la guerre. Il y a un bombardement, et la prison est complètement bombardée. Oui, t'as raison. Oui. Non, c'est pas la fin, c'est le début. C'est le début de la guerre, mais parce qu'il va partir en Afrique après. Oui, tout à fait. Mais donc il y a un bombardement, et puis il se retrouve tout seul dans la prison. Il va pas passer à la guillotine, quoi. Donc il va s'enfuir, et puis là-dessus il rencontre des militaires dans la débâcle. Voilà, c'était la débâcle, et il monte dans le camion, voilà, et puis
hop, ils se font bombarder, canarder, ils sont tous morts, sauf lui. Donc il devient l'imposteur. Il rallie Marseille et il part. Parce qu'il prend l'uniforme et les papiers d'un des morts, parce que lui, il est condamné à mort en fait, quoi. Donc il change d'identité et il part. Et donc à Marseille, il va rejoindre les forces françaises d'Afrique libre, tout ça. Alors il va devenir un héros et puis etc. Alors ça c'est assez rigolo parce que ensuite il y a eu l'histoire, la vraie histoire. Donc vous connaissez Gabin, il s'est engagé, etc. Il est arrivé en France en dirigeant un char, etc. Voilà. Et quand Duvivier, il a voulu faire la sortie française de ce film, il a demandé à Gabin de doubler sa propre voix en français. Et Gabin a refusé. Alors la bizarre, parce que il a jugé le film en trop décalé. Lui, il avait fait la guerre et ça l'amusait un peu, beaucoup. Il y avait aussi un problème aussi, peut-être de propagande. Le film, il était assez propagande. Il y avait des choses un peu dérangeantes dans ce film. Donc il l'a entre guillemets désavoué. Donc en français, et c'est ça la bizarrerie, Gabin est doublé par un acteur très connu, et ça fait très drôle quand on voit le film, c'est Robert Dalban. Ouais. Voilà, le majordome des Tontons Flingueurs et de dizaines et de dizaines de films. Et alors, moi quand j'ai vu ce film, je dis mais qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Ça fait vraiment très 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 bizarre, mais ça vaut le détour rien que pour ça presque. Oh, je pense, oui. Oui, c'est tourné aux États-Unis. Oui. Et c'est le film, il vaut le coup pour alors effectivement pour cet aspect Gabin sans la voix de Gabin avec celle de Dalban qui est pas une voix, qui est pas n'importe quelle voix non plus, quoi. Donc c'est très curieux et effectivement cette scène d'ouverture qui est pareil, qui est extraordinaire en fait, où il est sorti du cachot pour être, je crois que c'est fusillé, hein, il me semble. Il doit être exécuté et je me rappelle plus exactement quelle est la réplique, mais en fait il est avec le prêtre et le prêtre qui lui dit il faut en gros, il faut dire quelque chose. Bientôt, vous allez passer donc de l'autre côté. Il faut vous confesser. Et je crois qu'il a même pas terminé la phrase que du coup, il y a bombardement, quoi, et tout le monde est mort. Et c'est le seul. Et il est là. Merde, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, hop, il part sur les routes. Et c'est assez. Alors, tu sais, ça c'est aussi une question qu'on retrouve, enfin une question, quelque chose qu'on retrouve assez souvent dans les films de Duvivier, la question de l'identité. Alors celui-là, il est vraiment remarquable, voilà, l'imposteur, mais de la double identité, où je ne suis pas celui que l'on pense que je suis, où je prends, où j'ai un autre nom, etc. C'est quelque chose qu'on retrouve assez en fait dans son cinéma. Et ça commence avec déjà dès son premier film muet en fait, où il y a cette question aussi d'identité. Qui est présente dès le départ en fait. T'avais jamais fait attention à ça, cette question de dualité en fait qu'il peut y avoir. Non, moi ça m'avait frappé. En fait, ça m'a surtout sauté au visage en fait avec l'imposteur. Mais parce qu'on a la même chose avec la Bandera, pareil, quoi, d'un personnage qui fuit, qui fuit un passé et qui essaye de se reconstruire et quelque part qui va finir par vraiment devenir un autre, quoi. Presque rattrapé parce que là c'est dans l'imposteur en fait finalement il est rattrapé par l'identité parce du gars un moment qui l'a volé en fait. Il est puni par son héroïsme. Malgré lui, il devient héros et puis mine de rien, ça se sait. Il y a des comptes rendus de ses exploits militaires dans la presse et puis là, la femme du vrai apprend par la presse que son mari n'est pas mort, ce qui est faux. Donc elle va aller vers lui pour essayer de voir. Et il va y avoir un cas de conscience à ce moment-là dans la tête du personnage, savoir
s'il peut, continuer cette imposture. C'est le moment intéressant du film, je trouve. Hein. Quand justement l'épouse arrive en Afrique, là, il recherche son homme. C'est bien vu. Quand elle le démasque, en fait, vraiment. Oui, puis lui, il veut pas continuer. Voilà, ce truc-là, quoi. Ça le fâche trop vis-à-vis de lui-même, quoi. Et je sais pas si vous voulez pas. Par rapport à Renoir, c'est une question pour tous les deux en fait. Est-ce qu'on pourrait rapprocher Duvivier de Renoir? Parce que La Chienne pourrait être un film de Julien Duvivier. Et je pense que La Belle Équipe pourrait être un Jean Renoir. Mais moi c'est troublant d'ailleurs. Moi je vérifie souvent qui a fait quoi. Hein. Non mais quand le temps passe et que je me rappelle d'un film, je me dis tiens. Mais Le jour se lève, hein, Duvivier aurait très bien pu faire ça, hein, sans aucun doute. Hein, Ah oui, justement, d'accord, c'était ça en fait. C'est Spaak qui raconte que qu'en fait il va voir Renoir. Et c'est ça, hein, où il lui propose, il parle de La Grande Illusion, il lui dit on va voir Duvivier, là, il tourne, et peut-être ça pourrait l'intéresser, et donc il va voir Duvivier, et Duvivier lui dit mais qu'est-ce que je foute avec ton histoire, des mecs qui sont en prison, la guerre est finie, en plus il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'histoire d'amour, enfin il n'y a rien à en tirer de ton truc, qu'est-ce que t'as d'autre? Et du coup il lui propose La Belle Équipe, alors que La Belle Équipe en fait il voulait proposer à Renoir, et ça s'est complètement inversé, quoi. Et à l'époque, j'imagine qu'il a du succès, pour avoir tourné autant de films. Ouais, il a eu du succès assez vite, en fait. Ouais. Ah bah oui. En fait, il y a deux facteurs qui sont des facteurs très importants en fait dans le cinéma. Un, c'est d'avoir du succès, parce que si on n'a pas de succès, on fait pas de film derrière. Et deux, c'est maîtriser la technique et maîtriser les budgets, donc ça veut dire les temps de tournage. C'était quelqu'un qui tournait assez vite, en fait. Complètement, l'inverse, c'est Grémillon, dont on n'a pas du tout parlé là, mais Grémillon qui est aussi un très très grand cinéaste. Et Grémillon, par contre, il était plutôt perfectionniste, et en fait, il débordait, et du coup, c'était devenu un peu un mouton noir, quoi, dans la profession, parce qu'il explosait les budgets, quoi. Et donc Duvivier, il avait ces deux capacités, quoi. J'ai eu la chance de voir Grémillon l'an dernier, justement, qui a passé 5 ou 6 films. Attends, mais Grémillon, on a fait une rétro, on a fait la totale, hein, camarade. Alors c'était pas l'an dernier, mais on a fait Grémillon, on avait fait l'intégrale. Ça remonte maintenant, ça va faire presque pas je sais pas, je dirais peut-être 2016, non, ou quelque chose comme ça. Tu vois. Voilà, pendant l'an dernier, c'est vrai que j'avais revu pas mal de Grémillon. Il manque un film, pas tout, comme tu as dit, que je vais voir, parce que justement ça complète la télévision, d'accord, c'est vrai, c'est très bien le grand écran, pour un cinéphile, quand tu ne sais pas coupé par la publicité, etc. Je vais voir sur la télé d'Orange, parce que je ne passais pas j'ai vraiment envie de le voir, c'est Un Carnet de balles. Ah oui. Il y est. Et La Bandera, que je ne peux pas voir parce que je ne serai pas présent le jour, mais j'ai vu qu'il y est aussi. Donc quand on veut voir une intégrale, on va compléter, parce que c'est normal de dire je ne vais pas le voir le film. Voilà. La Bandera, je ne l'ai jamais vu, elle est connue, je ne l'ai jamais vu. Alors Un Carnet de balles, j'ai dû le voir il y a longtemps. Après, on a eu des soucis des fois de copie. Hein. Par exemple, les Don Camillo, tu vois, tu parlais de Don Camillo. Don Camillo, en fait, on n'avait pas de matos. Donc voilà. Hein? Non, il était dans les. Oui, parce que c'est quand même un exemple. Voilà, important, quoi. À un moment donné, si on doit faire des choix quand on travaille sur une monographie, comme ça, on essaye d'avoir des films, des films
être le plus, si on n'est pas exhaustif, le plus représentatif en fait, quitte à faire le grand écart. Et donc là, il nous a manqué. Voilà, il y a des films qu'on voulait et qu'on n'a pas, voilà, qu'on n'a pas trouvé, qu'on n'a pas su trouver, où il y a des problèmes de matériel, etc. Quoi. Et si vous aviez pu, vous pensiez les mettre en VO italienne ou les Don Camillo? Bah, je sais pas, la question s'est pas posée. Hein. Ils sont tellement pas vus dans cet ensemble-là que... Je pense que non, on l'aurait passé en VF. Hein. Ouais, là, comme ça, je sais pas, on en a pas parlé, mais je pense qu'on l'aurait fait en VF, hein, Fred. Oui, Je pense qu'on serait pas... Parce qu'en plus, ça aurait voulu dire faire du sous-titrage, donc on n'aurait pas fait un sous-titrage informatique en plus. Tu vois, sur Don Camillo, ça aurait fait beaucoup de... Ça aurait fait beaucoup... Hein. Excusez-moi, une petite question. Don Camillo, que j'ai connu quand j'étais au Pérou, je dois vous dire, Ouais. alors, il est dans le monde. Il est partout. Don Camillo. Ah oui, Don Camillo. Même en Malaisie, j'ai trouvé des enfants qui regardaient Don Camillo dans la langue de la Malaisie. Alors j'aimerais vous demander, est-ce que c'était des films, je sais que c'était origine italienne, c'était des films, parce que nous on les a connus simplement à la télévision, c'était des vrais films qui sortaient. Ah oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, puis c'était oui, énorme succès, quoi. Nous on les a connus qu'à la télévision, désolé. Bah, non, mais nous, pareil, hein. Fernandel était une moi, star. Moi, je vais vais parler, je sais pas, pour moi, c'est des films qui sont énormément passés à la télé, qu'on voyait quand on était gosse, quoi. Forcément, moi, je les ai pas vus, bah, j'étais pas né, hein, donc. Il passait tous les ans, comme les gendarmes, voilà, ou comme la 5e compagnie. Ça fait partie du patrimoine du film populaire français. Et vas-y, tous les ans. Le public allait souvent, ce qu'on appelle entre guillemets le grand public, allait voir beaucoup des films suite par rapport aux acteurs. Bien sûr, Mais ouais. Mais que la femme et le Pantene, qui est vraiment loin d'être le meilleur, mais Oui, le oui. de Duvivier. Je pense qu'il a dû avoir du succès. Il y avait Bardot. Oui, oui. Pas, mais je pense que c'est un film qui a dû bien marcher. Alors, donc Camillo, c'est vrai que c'est le cinéma populaire. Mais les gens, Fernandel, donc. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est moi je ne connaissais pas du tout la première partie de l'œuvre de Duvivier. Donc là, je vais découvrir Golgotha, que j'ai jamais vu. Et puis, bon, il y a un acteur magnifique qui est dans les premières parties, par Gabin, plusieurs des films, c'est Harry Borg, Oui. qui est un excellent acteur. Ouais. Voilà, et donc c'est vrai que c'est très intéressant de pouvoir découvrir un réalisateur qui a commencé à Valumuet, qui a terminé dans les années 60. Ça, c'est l'avantage, et c'est vrai que bon, pour me rattraper un peu aussi, c'est vrai que ça, on peut le voir à la Cinémathèque, on peut pas le voir à l'Utopia. Alors, Golgotha, je préfère te prévenir tout de suite, c'est psychotronique. C'est psychotronique, c'est-à-dire que c'est au-delà du bien et du mal. Il a fait 2 ou 3 films un peu comme l'autre. Je sais plus le titre, Jérusalem, là, le film de Jérusalem. Ouais. Denis de Jérusalem. Oui, voilà, bon, c'est intéressant, mais bon, c'est particulier quand même, dans l'œuvre de... Mais Golgotha au Maroc, 5000 figurants, il faut le voir. Ah, c'est surtout, enfin, tu vois, ça c'est pour toi, c'est Jean Gabin en Ponce Pilate. Alors, Jean Gabin en Ponce Pilate et en jupette, franchement, c'est... Non, mais il faut le voir, quoi. Il faut le voir. C'est, voilà, c'est, après, c'est pas... on peut pas dire que ce soit un bon film, mais rien que pour ça. Et puis le Vigan qui joue Jésus, et alors là, qui est mais complètement habité. Hein. Il est... le Vigan, là, il avait déjà commencé à fondre un boulon. Hein. C'est assez, c'est assez incroyable. Mais en parlant, tiens, justement de Harry Borg et aussi de personnages comme ça qui peuvent être complètement habités. Je pense, parce que tu parlais tout à l'heure de Simenon, mais du coup je reviens à La tête d'un homme, qui est donc il y a un Maigret. Et qui est un chef-d'œuvre de trahison. Et du coup, j'aimerais que tu nous parles justement de cette question aussi de l'adaptation. Toi, aussi, de la question de la trahison, alors peut-être déjà rien qu'en tant que spectateur, on en avait parlé tout à l'heure déjà. Et puis après, mais après aussi en tant que en tant qu'écrivain, parce que sur La tête d'un homme, Simenon à la base écrit le scénario parce qu'il se sentait trahi par Renoir.
première adaptation. Et donc il se dit bon ok, Maigret, je vais le pondre moi-même. Et je sais plus comment Duvivier se retrouve sur le coup. Et du coup, il reprend le scénario. Et là, il fait un anti-Maigret. C'est-à-dire, dès le départ, on sait qui est le criminel. On va le suivre, et Harry Bohr, qui est génial encore une fois dans le film, mais il est spectateur, quoi. C'est Radek, en fait, quoi. On est plus du côté de Dostoïevski que de Simenon là dans ce film, qui est un film pareil, extraordinaire, La tête d'un homme. La question de l'adaptation, comment toi en tant que ou de la trahison, disons, parce que toute adaptation est forcément une trahison, comment tu te situes, toi, en tant que spectateur et en tant qu'auteur? Moi, en tant qu'auteur, j'ai été trahi plusieurs fois, déjà. C'est pour ça que... J'ai pas voulu trop m'avancer dans ces histoires, qui n'ont pas abouti d'ailleurs. Il y a eu une dizaine d'adaptations de mes livres, et dont 3 sur un seul titre. Donc j'ai pu voir les dommages qu'on pouvait causer à un livre. Et c'était Du bruit sous le silence, en fait 4. Il y a eu 3 adaptations cinéma et une adaptation télé. Ils n'ont jamais réussi à aboutir? Non, aucune n'a abouti. Après, il y a eu d'autres projets qui ont été développés, dont 2. Pour Charles Gassot, j'ai fait les dialogues de La vie n'est pas une punition. Le film n'a pas abouti. J'ai fait Cruelle nature pour Franck Guérin. Le film n'a pas abouti non plus. Mais là, j'étais juste consultant. C'est-à-dire que j'ai laissé à Franck Guérin la liberté de l'adaptation. Il avait pris un axe qui me plaisait. Voilà. Et puis bon, après, je veux dire, faut être, comment dirais-je, pragmatique. Une fois que vous avez cédé les droits, vous n'avez plus rien à dire, en gros. Donc, ce que vous pouvez souhaiter, c'est le respect du réalisateur, qu'il est venu vers toi pour la bonne raison, et que le producteur ne soit pas trop embêtant, quoi. Mais c'est souvent une catastrophe, parce que à la fin, c'est l'argent l'argent ou la morale qui l'emporte. Moi, j'ai 2-3 exemples comme ça sur Du bruit sous le silence, une des adaptations. Dans le livre, il y a une scène assez indisposante où, à l'époque, on disait encore inspecteur de police, puisque l'action se passe avant 2000. L'inspecteur de police enquête sur la mort de son ami rugbyman. Voilà, et à un moment donné, il transgresse carrément leur amitié en violentant sa veuve, sa femme. Voilà, c'est une scène dans le livre qui est d'une violence et très indisposante, pour des raisons de prime time. Parce que quand ils produisent des films, souvent les producteurs pensent à la diffusion de télé. Pour ces raisons-là, mais on vous le dit jamais, on te le dit jamais. Pour ces raisons-là, il fallait trouver quelque chose d'un peu mieux. Alors il y a toujours quelqu'un qui arrive dans le bureau pour travailler et qui dit mais moi j'ai la bonne idée, ça sera quand même mieux. Moi je vois plutôt après l'enterrement, ils vont se retrouver tous les deux dans un café, puis là ils vont régler leur compte. J'ai regardé le gars en me disant mais quel rapport avec la scène, quoi. Il y avait et donc c'était bon, mais à partir du moment où vous avez cédé les droits, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, quoi. De toute façon, là, on ne peut être que déçu, quoi. Et puis un autre exemple aussi, c'était La vie n'est pas une punition. Et là, j'étais plus embêté parce que j'avais signé pour les dialogues et donc j'étais de fait crédité au générique et j'aurais eu l'air fin. Mais heureusement, Charles Gassot, il a abandonné le projet avec l'échec du Poulpe au cinéma et ça a réglé le problème. Mais dans La vie n'est pas une punition, aux Galeries Lafayette à Toulouse, il y a un braquage au cochon d'Inde. Pour faire diversion, mes anti-héros déversent des milliers de cochons d'Inde dans le truc. Alors ça encore, ça allait, parce que le numérique était déjà bien présent et on pouvait le simuler, ça coûtait pas trop cher. Mais mon braquage se terminait par l'explosion du supermarché. Et là, ça a été plus problématique.
Donc, dans un premier temps, respect de l'œuvre, etc., il a été question de construire des studios à Toulouse, à des hangars, pour reconstituer les nouvelles galeries, puis faire exploser le truc. Bon, mais au bout de 15 jours, ça tenait pas. Donc, il y a quelqu'un qui est rentré dans le bureau avec la bonne idée, en disant, mais en fait, j'ai une meilleure idée que ça. On va considérer que, oui, les cochons d'Inde, d'accord, pas de souci, ça coûte pas, entre guillemets, ça coûte pas cher. Mais, bon, l'explosion du supermarché, non, ça serait mieux que, en fait, ça, le braquage réussit, quoi. Et puis le personnage, il a gardé une grenade et il s'enfuit en bagnole et puis il s'arrête dans une station-service et puis en jouant avec la grenade, il fait sauter la voiture. Bon, je voyais pas trop le rapport. Mais c'était la bonne idée pour gagner certainement à l'époque, c'était en 96, gagner certainement 100 000 francs, quoi, ou 150 000 francs, ou 200 000, je sais pas. C'était un film qui coûtait 2 millions de francs à peu près. Donc bon, et là on gratte. Donc à la fin, si vous voulez, l'adaptation, c'est que ça, c'est que des concessions que l'auteur fait, volontairement ou pas. Voilà. Mais après on grogne. Moi, je n'ai jamais cessé de grogner. Sur les adaptations, les 3 sur Du bruit sous le silence, j'ai gardé les scénarios, hein. Mais c'est pas mon livre. Et La vie n'est pas une punition, c'était pas mon livre non plus. Mais là j'avais signé pour faire le dialogue, alors je devais le. Et du coup, parce que quand tu signes comme ça, tu gardes quand même, tu restes impliqué dans le projet, parce que tu pourrais signer. C'est une question de courtoisie. Laisser les droits et dire bon maintenant. Je peux, ouais, mais bon après c'est beaucoup d'argent quand même. Le cinéma, c'est beaucoup d'argent. Ouais, mais bon, comme tu sais que de toute façon, ça va partir, enfin comment dire, par rapport à toi, à ton œuvre, est-ce que tu voudrais faire, autant dire bon. Ouais, mais je pense que c'est comme Elroy. Du camion et puis, ouais, non, mais non, Elroy est assez pragmatique, assez cynique. Il a détesté toutes les adaptations de ses films, à commencer par le Brian De Palma, le Dahlia Noir. Mais lui, il est très pragmatique. Il dit, tu prends le fric et puis c'est tout, quoi. Tu laisses faire. Donc voilà, c'est ça, quoi. Ouais. Voilà. Mais après, si on participe un peu au film, c'est encore plus de droits, etc. Donc moi, je me souviens bien. Oui. Moi, je me souviens quand j'ai travaillé à La vie n'est pas une punition. J'ai écrit les dialogues en un mois et demi à peu près. J'ai gagné ce que je gagnais en 3 ans. Voilà. Alors je gagnais pas beaucoup d'argent à l'époque, on va dire, mais quand même, c'est le rapport. Et puis si vous êtes dialoguiste adapté au cinéma, moi je sais que le film passé à la télévision le dimanche soir, chaque minute, je gagnais 2000 francs. Chaque minute. Donc si le film fait 130 minutes, ou 120 minutes, voilà, c'est pas mal. Là, les copains sont dans le canapé, on sort le champagne, et toutes les minutes, on boit un verre, parce que quand même. Minutes, on boit une bouteille, ouais. Allez. Donc ça change une vie. Donc voilà, il faut. Et à chaque fois, c'est un métier où on croit plus au Père Noël, mais on l'attend quand même un peu. Hein. Moi, je me souviens quand Besson a voulu adapter Loin des humains. Pas pour lui, hein, pour un des réalisateurs qui produisait. J'ai beau ne pas être un admirateur de Besson, je me disais tout d'un coup, waouh, ça va me changer ma vie. Je me souviens, François Guérif m'a invité au restaurant. Ce jour-là, c'était près d'être signé, il m'a dit, Pascal, ta vie va changer maintenant, on va fêter ça. Bon, 3 mois plus tard, c'était abandonné. Je veux dire, parce que c'est le monde aussi du cinéma qui est comme ça. Donc à partir de là, bon... Moi, je suis assez détendu par rapport à ça. J'ai jamais mis trop d'importance à cette affaire, malgré l'âpreté du métier, quoi. Et travailler directement pour le cinéma, c'est quelque chose qui t'a... Enfin, c'est-à-dire écrire un scénario, pas être sur une adaptation. Je vais vous en raconter une bonne aussi, si vous voulez. J'en ai plein des anecdotes. Un jour, j'ai un producteur, je le citerai pas. Hein. Non, mais je me méfie, je me rappelle qu'il y a la caméra là-bas. Mais qui m'appelle, on voudrait travailler avec vous. Alors, c'est vrai que c'était une époque où j'avais vraiment le vent en poupe. C'est 95, 2006, je vendais énormément de livres, j'avais pas mal de prix, tout ça, donc j'attirais l'attention. Donc il y a eu à ce moment-là beaucoup de projets.
Et donc les producteurs venaient parfois à Toulouse me voir, des fois me faisaient venir à Paris. Et c'était en 95-96. J'étais en train d'écrire Bouche d'ombre, justement, et il fallait pas m'en détourner. Donc un producteur m'appelle, une productrice en l'occurrence, elle me dit on aimerait bien beaucoup travailler avec vous, etc. Il n'y a pas de portable à l'époque, hein, on est directement lié avec le truc. Et je dis ouais, mais vous savez, je suis très occupé en ce moment. Mais non, mais il faut vraiment. Bon, je dis écoutez, comment on fait? Mais on vous envoie des billets d'avion et on boit un café à Paris. C'est comme ça, c'est le monde du cinéma. Donc le matin, je prends mon avion et puis j'ai le retour le soir pour boire un café. C'est pas mal, hein. Je pensais pas trop à mon empreinte carbone à ce moment-là encore, mais bon, j'ai honte un peu aujourd'hui. Surtout pour ça, parce que elle pouvait pas m'en parler au téléphone, c'était sous le sceau du secret. Et donc j'arrive dans le bureau, la première question qu'elle me pose, c'est est-ce que vous avez envie de travailler pour le cinéma? Je lui dis non, pas en ce moment. Je lui dis non, pas en ce moment. Elle aurait pu me le demander au téléphone. Je lui dis non, pas en ce moment. Je suis en train d'écrire un livre qui m'importe beaucoup. Et c'était un des livres qui compte le plus pour moi, en plus, après coup. Je dis donc, moi, je ne peux pas m'écarter. Ah, bon, on va quand même vous en parler parce que ça pourrait peut-être vous intéresser. Et là, je suis tombé de haut, les bras m'en sont tombés plutôt. Il était question pour le nouveau film de Didier Le Pêcheur, vous vous souvenez de Didier Le Pêcheur, dans l'endroit pour une rencontre, etc., de faire un remake de Garde à vue avec Depardieu et Catherine Deneuve. J'ai regardé la productrice, j'ai dit mais vous vous rendez compte? Mais elle était sérieuse. Pour Didier Le Pêcheur. Non mais on ne s'attaque pas à un monument du cinéma. Elle me voyait passer derrière Audiard, le ridicule, et avec Depardieu, en plus, honnêtement, à l'époque, je savais qu'il avait indépendamment d'autres questions qu'on sait aujourd'hui, mais on s'en fout, à l'époque, il a été assez tumultueux sur les tournages, de très mauvais caractère, et moi, j'avais des échos comme quoi c'était dur de travailler avec lui, quoi. Donc, je dis non, au revoir, quoi, et j'ai repris mon avion, voilà. Et le week-end qui suit, je vois dans un festival ma copine Fred Vargas, et puis à un moment donné, on raconte des conneries, quoi. Elle dit, tu sais Pascal, ce qui m'arrive? Je dis quoi? Didier Le Pêcheur? Oui. Donc en fait, on était quand même à ce monde. Et donc ça, j'ai même pas eu la tentation de ça. Et après, j'ai eu plein de propositions d'écrire des séries télé. Voilà. Et là, par contre, pas de concession. Parce que pour écrire des séries télévision policières complètement ineptes, soumis en plus, là aussi à des contraintes de production invraisemblables, moi j'ai pas voulu mettre le petit doigt là-dedans. Des copains l'ont fait, et après c'est un piège, ils sont un peu perdus aussi pour l'écriture, et voilà, moi c'est une question de choix personnel, hein, voilà. Mais c'est pas... voilà. Et alors... Le dernier projet date d'il y a 5 ans. C'était une adaptation d'un réalisateur anglais sur Le chemin s'arrêtera là. Et il s'est arrêté très vite aussi, le chemin. Non, mais quand je fais l'inventaire, c'est fou parce que vraiment, ça aurait pu être... je parle au passé parce qu'aujourd'hui, je suis un peu... Je pense pas qu'on se tourne vers moi avec ce que je suis en train d'écrire, mais il y a eu de belles approches. Je me souviens de Claire Denis était intéressée justement par Bouche d'ombre. Claude Chabrol a adoré mon travail, mais j'ai jamais osé lui parler. On s'est vu rencontrer 2 fois et j'étais comme ça. Je me souviens, on a passé un long moment tous les deux à se regarder et lui il me disait rien, et moi je lui disais rien. Et une semaine plus tard, j'ouvre un magazine et il parlait de moi dans une interview en disant que j'étais un des plus grands stylistes français avec Jean-Patrick Manchette, quoi. Et là, je dis, mais Dessin, t'es con, quoi. Il fallait absolument que tu trouves le moyen de l'appeler, de le remercier. Bon, après, on sait pas faire, quoi, toujours. Et là, pour le coup, j'ai pas su faire. Parce que Chabrol était un ami intime de François Guérif. Et c'était très, très facile pour moi de reconnecter avec lui. Mais je savais pas faire aussi parce que peut-être... là, on touchait au mythe, et pour moi, déjà, Chabrol, c'était un mythe, et j'imaginais pas une seconde qu'il aurait pu m'adapter, et je crois qu'il aurait pu m'adapter. Ça, c'est un de mes grands regrets. Je pense que Bouche d'ombre, notamment, était pour lui, quoi.
Ouais. C'est un drame de la bourgeoisie à Toulouse dans les années 90, il se serait régalé. Et je crois que ça aurait été grandiose. Mais c'est comme ça. Si j'ai qu'une chose à regretter dans toute mon expérience audiovisuelle, c'est celle-là. Le reste, c'est des aventures qui ont été fécondes, parce qu'elles m'ont appris un monde, elles m'ont fait avoir des amis aussi. J'ai pas mal d'amis dans le milieu du cinéma aujourd'hui. Voilà, c'est cool, quoi. Est-ce que il est 20, tu vois déjà, tu sais, on dit, il est 20h20. Voilà, on finit sur des souvenirs de vieux combattants. Non, je sais pas, non. Est-ce que vous avez peut-être une dernière question, réflexion, où on revient à Duvivier ou pour Pascal, profiter qu'il soit là. Merci, on va essayer. Vous savez, les temps sont durs. Alors, mission accomplie. Voilà. Merci. Tu voulais une dernière question ou tu voulais dire quelque chose? Ouais, pour lancer un peu la conversation là-dessus, pour revenir à Duvivier, par rapport à quelque chose qu'on disait tout à l'heure, sur deux films que j'ai vus dans la rétrospective et qui sont La Femme et le Pantin et Boulevard. Boulevard, il prend en Jean-Pierre Léaud, La Femme et le Pantin, il prend en Bardot, et c'est deux icônes de la nouvelle vague. Ouais. Et, si je dis pas de bêtises, la nouvelle vague était plutôt dure avec Duvivier. Ouais. Et moi, ça me pose. Je me suis posé la question, quoi. Il essaie de se réapproprier les icônes de la nouvelle vague. Est-ce qu'il essaie de faire un pied de nez à la nouvelle vague? Est-ce qu'il essaie de le répondre ou plutôt de se réconcilier, de suivre le mouvement? Bah, c'est difficile. Moi, je sais pas répondre non plus. Hein. Je suis pas. Bah, moi, comme ça, je dirais une connerie, mais parce qu'en fait, j'en sais rien, quoi. Mais tu vois, donc je vais romancer. Mais je dirais que. Je dirais qu'en fait, il prend parce que parce que c'est ce qui marche. Enfin, moi, là, je reviendrai à ce que disait Duvivier. Je crois qu'il en parle. Il me semble que c'est à propos de Boulevard, avant de descendre Jean-Pierre Léaud en flamme, où il se fait plaisir. Là, il y a un petit côté, voilà, je le tacle bien. Et du coup, et la nouvelle vague avec, quoi. Mais ouais, du coup, c'est que je vais pour faire du cinéma, en fait, il faut s'adresser à un public jeune parce que ce sont les jeunes qui vont au cinéma et donc on va prendre des figures qui sont des acteurs, actrices qui vont amener qui vont amener le public dans les salles, en fait, quoi. Je pense que d'abord il y a ça et après probablement oui un petit côté un peu je sais pas si c'est pied de nez, mais d'aller se frotter aussi peut-être à cette génération, quoi. Je pense qu'ils devaient dire c'est quoi ces blancs-becs, je vais leur apprendre ce que c'est que le métier. Je sais pas, je l'imagine assez comme ça, quoi. Je pense que quand on a la carrière qu'il arrive à cet âge-là. C'est pas mal de s'offrir ça. Moi, tu vois, c'est d'être dans un côté comme ça, de me dire ouais, je vais me les payer, peut-être être un peu en mode vieux con, hein, mais mais pourquoi pas, quoi. C'est le caprice du vieux singe, non mais. Et après par la suite, il fait le diable et les 10 commandements où il y a un casting qui ressemble beaucoup plus à ce qu'il fait habituellement. Ouais, où il revient. Alors ça, c'est quelque chose, on n'en a pas parlé. Bon, il faut qu'on arrête, hein, donc on va pas. Mais c'est le côté film à sketch. Ça, il en a fait beaucoup en fait, Duvivier. Ouais. Alors ça, c'est quelque chose aussi. Je fais une digression, mais parce qu'on en a parlé souvent avec Fred de faire un travail sur les films à sketch. C'est hyper intéressant en fait. Alors c'est compliqué après au niveau des droits, etc. C'est pas forcément des choses il y a pas beaucoup de choses qui sont restaurées, mais il y a eu toute une tradition en fait, notamment du cinéma italien, mais aussi dans le cinéma français, en fait donc des films à sketch. Alors notamment aux États-Unis, il en a fait quelques-uns, Duvivier. Mais c'est alors soit il y a les films à sketch où c'est un épisode réalisé par un cinéaste, genre Rogopag, quoi. Ou après on a les films à sketch, ce sont des quelque part une sorte
sorte de recueil de nouvelles en fait, hein, avec donc des films courts autour d'une thématique, par exemple hein, le Diable et les 10 commandements, mais réalisés par un même cinéaste, comme s'il faisait plusieurs cours. Et Duvivier, ça, il en a fait pas mal, quoi. C'est un exercice qui est, je trouve, qui est intéressant aussi, de voir les films comme ça, qui sont pas toujours complètement réussis, mais ça peut l'être. Et même Sous le ciel de Paris qui passait tout à l'heure, dans le programme, il est décrit comme un film à sketch, mais pas tout à fait film à sketch. Sur lequel Sous le ciel de Paris. Oui, c'est pareil. Oui, parce que du coup, en fait, c'est des histoires, oui, qui se croisent. Enfin, les flashbacks, etc. Ouais, complètement. Alors, il est super. Moi, je l'ai découvert tout à l'heure. Je ne le connaissais pas. Et ce qui est intéressant aussi chez Duvivier par rapport à cette époque, c'est que c'est très riche sociologiquement. Ouais. Ça nous permet de revoir la France de cette époque-là. Et dans Sous le ciel de Paris, la belle équipe et tout. Bon, pour des gens qui s'intéressent à l'histoire, à leur passé et tout, c'est très intéressant. Moi, j'ai beaucoup apprécié Sous le ciel de Paris tout à l'heure. Et je ne le connaissais pas non plus celui-là. Je l'ai découvert. Et juste pour finir, quand même, parce que comme tu recites La Belle Équipe, quand même, qui a un exemple, je trouve, qui est assez peut-être assez unique et en fait très important, même d'un point de vue historique, c'est que, c'est les deux fins, quoi. Et que quand même la fin voulue par Duvivier, c'est la fin sombre. C'est celle qui est tournée et qui est une sorte de screen test, de projection test avec du public, et que le public, donc c'est le public d'alors, en fait ne veut pas de cette fin, parce que peut-être parce qu'il s'y reconnaît pas, peut-être parce qu'il n'a pas envie de s'y reconnaître, d'être dans une période comme ça un peu d'effervescence, d'espoir, et que au final, aujourd'hui, quand on voit le film avec la fin voulue de Duvivier, on se dit ouais, le gars, il avait saisi quelque chose, quoi. Il avait senti en fait la fin avant qu'elle n'arrive, quoi. Il était déjà dans le coup. C'est vrai que du coup le film est intéressant du point de vue sociologique et historique, c'est-à-dire à un moment donné de comment un public peut ce qu'il peut attendre, et que finalement le cinéma dit bon ok, on va vous donner ce que vous avez envie de voir, mais qu'en fait le cinéaste lui il voyait autre chose, et que rétrospectivement on se dit peut-être que sa vision à lui elle était plus finalement elle est plus juste avec le recul historique. J'ai découvert le film au ciné-club de Claude Rampouilly, et là il le passait avec les deux fins. Il passait les deux fins. C'est-à-dire qu'il présentait le film et il disait on va vous présenter la version du Duvivier et la version. C'est celle de Spack aussi. Oui, de Spack. C'est celle de Spack. Oui. On arrête. Ouais, on arrête, ouais. Pascal, merci beaucoup. Hein. Merci.